qu'il faut savoir, c'est que les impacts de l'exploitation du pétrole et du gaz peuvent être positifs comme ils peuvent être négatifs. Malheureusement, les populations des zones d'emprise ont tendance peut-être à considérer que les impacts négatifs, mais il y a les impacts positifs. Je voudrais aussi rappeler que l'industrie pétrolière et gazière existe depuis plusieurs centaines d'années. Des pays avant nous ont eu à exploiter leur pétrole et leur gaz. Et je pense que nous, on a la chance quand même justement de faire cette découverte maintenant et donc d'apprendre de ces pays-là comment ils ont eu à gérer ce secteur-là, tant du côté de la gouvernance, mais également de la gestion de l'environnement. Le Sénégal, on va dire, a la particularité d'avoir un cadre, d'avoir mis en place un cadre juridique, législatif et réglementaire pour justement gérer ce secteur qui est naissant au niveau du Sénégal. Je citerai d'abord le Code de l'environnement qui a été inspiré, on va dire, d'un benchmark et des pratiques et les bonnes pratiques au niveau de l'industrie au niveau mondial, mais également le Code pétrolier qui a été révisé en 2019 et qui a pu intégrer les leçons apprises et les manquements dans l'exercice du Code pétrolier d'avant, de 2018, de 98. Donc, ce qu'il faut savoir dans ces textes, il est prévu qu'avant chaque opération, il y a une étude d'impact environnemental qui est obligatoire. Et cette étude d'impact environnemental est menée par un cabinet indépendant, donc qui n'a aucun intérêt sur le projet. Donc on ne voulait pas que ce soit les compagnies pétrolières qui pourraient éventuellement orienter les conclusions dans un sens ou dans un autre. On ne voulait pas que ce soit non plus l'État du Sénégal pour justement éviter ces conflits d'intérêts. Donc ce cabinet, on va dire de renommée internationale et indépendant, mène ces études et à la fin, les communautés qui sont censées être impactées ou les zones d'emprise, les résultats sont partagés et ces communautés ont un mot à dire et donc leurs préoccupations, leurs attentes justement sont prises en compte dans ces études. Pourquoi on fait ces études? C'est identifier les éventuels impacts, comme je disais tantôt, qui peuvent être positifs ou négatifs. Et s'il y a éventuellement ces impacts négatifs, de prendre les mesures de mitigation afin de minimiser, voire même annuler ces impacts. Donc ces études ont été bien menées sur nos différents projets et partagées avec les Sénégalais et approuvées par les communautés dont je disais tantôt pour justement préserver l'environnement. Si vous prenez l'article 48 de l'ancien code et même les articles 20 jusqu'à 43 du nouveau code, on vous dit qu'un projet, avant d'être mis en œuvre sur le territoire national, doit faire l'objet d'une évaluation environnementale. Et là également, je pense qu'il y a des précisions à faire. En fonction du projet, nous avons un outil que nous appliquons. Dans le cas des activités pétrolières et gazières, nous avons systématiquement appliqué l'étude d'impact environnemental et social parce que tout simplement, c'est des projets à risque environnementaux. Vous voyez un peu? Et cela a l'avantage de prendre en charge l'ensemble des impacts, mais également d'identifier tout ce qui risque environnemental, technologique, entre autres, et c'est pris en charge à travers un plan de gestion environnementale et sociale, ou alors tout ce qui est étude de danger, qui aboutit à un plan d'opération interne, pour qu'en cas d'accident, que des dispositions soient rapidement mises en opération et que les moyens de secours soient identifiés et estimés et que, naturellement, l'État, à travers ses services compétents, est à mesure quand même de minimiser un accident ou un incident, entre autres, à travers ces études qui sont faites et des mesures qui sont identifiées. L'impact négatif qu'on pourrait s'attendre à l'exploitation, c'est justement sur l'écosystème marin. Mais comme je le disais tantôt, le Sénégal a mis en place justement les pratiques, on va dire les bonnes pratiques internationales, a ratifié beaucoup de conventions internationales et qu'il est interdit au Sénégal aujourd'hui de brûler le gaz, par exemple. Et que l'eau de production qui est rejetée doit être traitée de telle sorte qu'il n'y ait aucun produit chimique et que des traces d'hydrocarbures soient les plus faibles possibles avant de les rejeter. Donc tout ça, c'est dans le but justement d'atténuer l'éventuel impact négatif. Et si au cours de l'exploitation, on se rend compte que ce n'est pas suffisant, et que c'est parce qu'il y a un plan de gestion environnementale qui est prévu, qui permet d'évaluer
au cours de la production, si ces impacts négatifs sont constatés, de pouvoir corriger, rectifier à travers ces mesures de mitigation. Oui, vous parlez de marée noire, mais ça suppose qu'on ait un accident. Je viens de vous dire que dans le cadre de ces études-là, tous ces scénarios-là ont été pris en charge. Et qu'en cas d'accident également, il y a un plan de réponse qui est là. Alors, la ASMAR s'est exprimée tout à l'heure. Et c'est la ASMAR qui coordonne aujourd'hui en cas de pollution toutes les interventions au nom du gouvernement du Sénégal. Et toutes les dispositions sont prises à ce niveau-là. Et la ASMAR également a tous ces plans-là. Et donc, en cas d'accident, on sait exactement ce qu'il faut faire. Je pense à ce niveau-là, les populations peuvent quand même être rassurées pour dire que le gouvernement du Sénégal a pris en charge, dans le cadre de l'exploitation pétrolière et gazière, toutes les dispositions quand même pour garantir, et en cas d'accident quand même, de minimiser l'impact sur la population et sur l'environnement. Bon, leurs préoccupations, on les comprend, parce que c'est quelque chose de nouveau, et ça vient, on va dire, dans leur milieu. Mais ce qu'il faut savoir, autant la pêche est très importante pour l'économie sénégalaise, d'ailleurs c'est le premier contributeur au niveau de l'économie sénégalaise, autant cette industrie nouvelle également sera importante. Ce que nous devons essayer de faire, c'est de voir comment ces deux économies qui sont importantes, comment ces deux secteurs peuvent cohabiter. C'est ça notre démarche. Mais je voudrais quand même rassurer que toutes les dispositions nécessaires pour préserver l'écosystème marin sont déjà prises ou sont en train d'être prises. Bon, s'ils disent ça, peut-être c'est par manque de connaissance, enfin pas manque de connaissance, manque d'information. C'est là où peut-être qu'il y a un effort supplémentaire de la part de l'État pour peut-être mieux vulgariser les opportunités qu'il y a. Quand on a mis la loi, on a mis aussi des instruments qui permettent la mise en œuvre. Je veux citer le secrétariat technique du contenu local, du comité national de suivi du contenu local, qui a pour mission de veiller à ce que les compagnies respectent les dispositions qui sont dans la loi. Et donc c'est un organe essentiel dans l'application de la loi sur le contenu local. D'ailleurs, le plan de reconversion de 100 pêcheurs a été initié par le secrétariat technique. L'autre point, en tout cas l'autre organe qui a été mis en place, c'est le fonds d'appui. Parce qu'on sait qu'effectivement qu'il faut former les Sénégalais, qu'il faut mettre à niveau les sociétés sénégalaises pour qu'elles puissent compétir. Parce que le secteur pétrole et gaz est très exigeant, notamment en termes de qualité et sécurité. Donc ce fonds-là est là pour appuyer ces sociétés sénégalaises. Il y a une plateforme qui est en place, peut-être qui est méconnue, mais il y a une plateforme qui a été mise en place, qui est une plateforme de mise en relation entre les donneurs d'ordre, donc les compagnies pétrolières, leurs sous-traitants, et les sociétés sénégalaises ou les Sénégalais qui veulent trouver du travail. Donc il y a peut-être cette communication peut-être à vulgariser au niveau de ces pêcheurs, mais toutes les, on va dire, les instruments nécessaires pour favoriser le contenu local sont déjà en place. Ensuite, donc il y a un effort de communication à faire envers ces pêcheurs. Oui, je pense que là également c'est un enjeu. Nous avons fait des tournées dans le cadre du partage de l'étude stratégique du secteur pétrogazier. Ça également, je dois le rappeler, c'est la plus haute autorité de ce pays qui avait demandé à faire une étude du secteur pétrogazier, une étude stratégique. Et ça, c'est en 2018, pour dire que l'autorité suprême a pris quand même le devant en invitant véritablement à faire une étude stratégique dans le secteur du pétrole et du gaz, et cela pour avoir une exploitation saine et durable de nos ressources. Et dans ce cadre-là, je pense qu'il y a tout un package qui a suivi, y compris le contenu local, les lois sur le contenu local du secteur pétrogazier et minier. Donc, toutes ces lois-là, tous ces cadres-là sont mis en place pour quand même permettre aux communautés locales de, disons, de se retrouver dans l'exploitation pétrolière et gazière, parce que la particularité de ces compagnies-là ou de ces activités-là, il faut avoir des dispositifs pour pouvoir quand même intégrer ou bénéficier des retombées
de ces exploitations-là. Donc, les mécanismes, c'est à travers le contenu local, particulièrement. Bon, c'est un peu difficile dans la mesure où nous n'avons pas les preuves scientifiques, quand même, déjà de ce qui est avancé. Vous savez, c'est ça également la particularité. Il y a des choses qui sont dites, mais c'est très difficile d'avoir les preuves scientifiques. Et l'administration n'intervient que sur la base quand même de preuves irréfutables. Si cela est avéré, je pense bien que dans le cadre de ces projets-là, il y a un plan de gestion environnementale et sociale et il y a un programme de suivi. Il y a un programme de suivi, on a discuté de ça. Nous allons commencer très rapidement le suivi environnemental et je pense que toutes ces questions-là vont être examinées et voir si effectivement, est-ce que ce sont des choses qui sont avérées. Si oui, on prendra les dispositions également. Il n'y a pas une disposition qui soit, disons, spécifique à une zone, mais par contre, il y a des mesures véritablement qui peuvent être locales et à application locale. Si vous prenez le delta du Saloum, effectivement, vous avez des écosystèmes assez fragiles. Vous avez des zones insulaires et ces populations ont exprimé, en tout cas, des inquiétudes. Mais tout de même, comme je vous l'ai dit, quand même, les dispositions sont prises et nous savons exactement, il y a une cartographie des zones vulnérables qui est connue de tous, de nous-mêmes, la direction de l'environnement, connue de la ASMA, et donc ces zones-là sont surveillées et font l'objet de mesures spécifiques en cas de pollution, entre autres. Yalo.